Euh, Bonsoir. Alors je me présente, je suis Mortada Kelami, à votre service ce soir. Nous avons été invités par un chaleureux institut français à venir débattre quelques minutes autour de Mohamed Lefta. Donc je vous présente. Alors j'avais pas prévu de faire les présentations, donc ça va être un peu bref. Je vous présente Abdallah Beïda, qui est universitaire et qui est celui qui a dirigé l'ouvrage Mohamed Lefta ou Le bonheur des mots chez Tariq Éditions en 2009. Donc, il était coordinateur de l'ouvrage. C'est un ouvrage collectif d'essais sur l'œuvre de Lefta. C'est aussi un peu l'ouvrage qui a relancé, on y reviendra, l'intérêt pour Lefta au Maroc, puisqu'il avait commencé à publier un peu avant, mais en France. Et à ma gauche, Rachid Khalès, qui a participé d'ailleurs au même ouvrage, et qui travaille aussi aux éditions Virgule, qui vient d'éditer deux textes de Lefta, deux textes inédits, dont l'un est sur El Maleh, Un chant au-delà de toute mémoire, qui est un texte sur Edmond Amran El Maleh, qui était son grand ami. Et les deux se tenaient d'ailleurs en très grande estime littéraire l'un l'autre. Dans Bonheur des mots, on trouve un très beau texte d'El Maleh sur Lefta. Et un autre texte, Florilège pour Anna, qui est une lettre à sa petite fille, si j'ai bien compris. Un ensemble de textes pour sa petite fille, et qui là aussi est un inédit. Et pour compléter la question de l'actualité, les éditions de la Croisée des Chemins sont en train de rééditer toute une série d'ouvrages. Donc il y a eu Une chute infinie, il y a eu Au bonheur des limbes et L'enfant de marbre qui vient de sortir. Et je crois savoir que d'autres sont dans les tuyaux, mais il ne faut pas en parler, c'est un secret. Donc pour commencer, peut-être qu'on pourrait raconter en quelques mots un peu ce qui a été la vie de Mohamed Lefta, parce que ça fonde quand même la particularité de son œuvre. Hein. Donc c'est pas seulement quelques dates, il est 49, et je vais laisser Abdallah nous raconter la suite de l'histoire. Bien, merci. Merci à l'Institut français d'organiser cet hommage. Merci à vous d'être ici autour de la personne de Lefta et de son œuvre, parce que c'est une œuvre, bien sûr, qui mérite très bien d'être revisitée, visitée. Et il faut en parler. Il faut parler de cette œuvre. Il faut il y a encore du chemin à faire. C'est un chemin, c'est un cheminement qui est en train de se faire. Et donc la vie de là, on la retrouve effectivement même dans son œuvre, parce que c'est quelqu'un qui, à chaque fois, s'inspire de situations vécues pour dépasser la situation vécue et un récit, une fiction, etc. Par exemple, là, je sais qu'il est à Stats. Et Stat, on la retrouve dans son roman Une chute infinie. C'est là où il a fait ses études. Peut-être on sera amené à parler d'une chute infinie par la suite. Chaque fois, des instants dans l'œuvre de Lefta qui font écho à Stat. Je vois ces échos dans Une chute infinie, où il est question du suicide d'un jeune lycéen. Et après Stat, une partie de son œuvre se passe à Casablanca, parce qu'il a vécu effectivement à Casablanca, et il a monté cet institut français, parce qu'il venait souvent chercher les livres, parce que c'était quelqu'un les livres, et bien sûr, il fréquentait aussi pas que la médiathèque, mais des espaces pas très loin d'ici, et qui sont une source d'action, notamment les bas-fonds de Casablanca, qui ont donné naissance à son premier roman qui s'intitule Demoiselle de Numidie. Et donc ce roman, Demoiselle de Numidie, il l'avait écrit à la fin des années 80. Mais avant cela, avant d'écrire ce roman, il a quitté le Maroc en 68. Il part à Paris en 68 après avoir fait des études de mathématiques
Voilà, et donc il a une licence de mathématiques. En 68, il part à Paris pour faire des études d'ingénieur, etc., pour éventuellement faire cela. Mais la coïncidence a fait qu'il était là en mai 68, c'est-à-dire à un moment fort. Le joli mois de mai. Voilà, à un moment fort et qui correspondait parfaitement avec son caractère. Ce qui fait où il allait faire des études d'ingénieur au lieu de faire des trucs scientifiques, etc. Il avait préféré faire de la poésie, être là, observer, s'impliquer, etc. Et donc ça aussi, on le retrouve dans certains de ses romans. Et en réalité, il n'a pas fait des études d'ingénieur finalement. Et à un moment où il devait entrer au Maroc, c'était en 71 ou en 72, il n'avait pas vraiment de diplôme. Donc ce qu'il va faire, il va faire tout simplement assez rapidement une formation en informatique et il va avoir un diplôme de programmateur, etc. Donc il n'a jamais été ingénieur et il va revenir au Maroc avec ce diplôme et avec ce diplôme de programmateur en informatique parce que c'était quand même aussi à la pointe à l'époque, début des années 70. C'est ce qui va lui permettre de travailler. Il a travaillé à la RAM, il a travaillé dans d'autres boîtes, mais il a surtout passé pas mal de temps à observer, à s'impliquer dans ces univers interlopes de Casablanca qui lui ont inspiré Demoiselles de Numidie, qui est vraiment un livre chargé de cet univers. Et ce livre, il ne va pas pouvoir le publier au Maroc, bien sûr, parce que c'est quand même, par rapport à l'époque, c'est très difficile. Et là, je vais raconter un petit peu cette anecdote qui va donner naissance et qui va aboutir à la publication de ce roman. Et il est parti en France, il était en France en 90, il est reparti en France. Bon, je ne vais pas raconter les détails personnels, etc. Ça, c'est pas intéressant, mais en rapport avec son œuvre, il n'arrivait pas à trouver un éditeur. Il avait envoyé Demoiselles de Numidie à pas mal d'éditeurs, et à un moment, il s'est rappelé de son prof ami, qui était aussi à Paris, boulevard Montparnasse, Edmond Amran el-Maleh. Donc il s'est dit, tiens, je vais voir mon prof, mon ami, etc. Et donc il part chez Edmond Amran el-Maleh et lui donne le manuscrit de Demoiselles de Numidie. Une semaine après, Edmond avait lu le manuscrit de Demoiselles de Numidie. Et, les deux se donnent rendez-vous et Edmond, parce que ça, à un moment, je l'ai raconté à Edmond Amran el-Maleh avant son décès. Je lui avais raconté ça en 2008 ou 2009. Et lui avait complètement oublié la scène. Mais c'était gravé dans la mémoire de Leftah, parce que c'était un moment fort pour lui. Edmond vient avec, il était déjà âgé à ce moment-là, très âgé. Il vient avec le manuscrit et il le tend à Leftah et il lui dit, c'est du feu. Voilà. Et il lui recommande de partir voir une amie à lui, une amie à Edmond, aux éditions de l'Aube. Et c'est comme ça que Demoiselles de Numidie va être publié en 92 aux éditions de l'Aube. Mais après... Alors après, il y a quand même une particularité, parce que alors, c'est quand même, pour le dire en deux mots, on y reviendra plus en détail, mais il raconte quand même le quotidien d'un cabaret où la prostitution est grosso modo la première activité économique, et donc la vie des prostituées, des souteneurs, la vie des clients. Là, on voit passer des policiers, on voit passer un touriste danois, c'est un cireur de chaussures, et donc il écrit tout ça avec un talent énorme, on viendra. Et le livre, bien que publié à Paris, a finalement été relativement rapidement, dans les années 90, a quand même été disponible, alors dans quelques points de vente, mais il n'a pas été interdit, il était dès qu'il est arrivé, donc ça c'est une particularité quand même assez étonnante.
Alors, à quel moment est-ce que Mohamed Lefta, parce que quand il écrit, mais il avait fait du journalisme aussi, donc à quel moment la machine commence à lui peser trop et il va passer du côté du journalisme et de la chronique littéraire? Bon, il est passé au journalisme au moment où il est revenu au Maroc, parce qu'il y avait des allers-retours entre le Maroc. Ça, c'est aussi en rapport avec des histoires de famille, parce qu'il était marié à une Française. Et donc, tantôt ils sont ici, tantôt ils sont en France. Et à un moment, donc, ce qui l'intéressait, c'est la littérature, c'est l'écriture. Donc, à un moment, tout ce travail d'informatique, l'Air Maroc, etc., les banques, tout ce qu'il avait fait, ça ne l'intéressait pas. Et il a trouvé l'occasion d'écrire dans la presse. Et c'est là qu'il va s'engager dans le groupe Maroc Soir. Et il va des chroniques, il va surtout savourer le fait de réaliser des entretiens avec Kilito, avec Arcon, d'ailleurs je ne sais pas qui va publier parce que avant son départ il m'avait dit qu'il a tout organisé. Il y a les chroniques, un ensemble de chroniques et d'entretiens. Il avait un volume qu'il a lui-même retapé sur son ordinateur. Il avait organisé ça. Il avait aussi le livre qui a été publié par La Virgule, Floridège. Il y a un troisième, et celui sur Edmond Amr el-Maleh. Et justement, c'était en 2008. Il m'a dit voilà, j'ai 3 livres qui sont prêts. C'est pas de la fiction, c'est la somme de travaux que j'ai réalisés pendant des années. Et j'aimerais qu'un éditeur les prenne gorja. Vous savez ce que c'est que gorja? Non. Moi, je ne sais pas. En vrac, voilà. Parce qu'il m'écrivait en français, et ce terme, il l'avait employé en arabe, gorjat, c'est-à-dire, voilà, te prendre, mais à condition que ce ne soit pas tel éditeur, etc. Parce qu'il avait quand même un dent contre certains éditeurs qui... voilà. On ne va pas rentrer dans la pornographie littéraire. Non, bien sûr. Bah, je vais nommer personne, mais juste parce qu'il avait aussi souffert de une sorte de mépris parfois de la part de certains éditeurs qui ne le connaissaient pas, qui ne connaissaient pas sa valeur, qui n'arrivaient pas parfois à apprécier certains textes à leur juste valeur. Mais après, lorsque, bien sûr, la différence est relancée, etc. Là, ils étaient partis le chercher. Est-ce que tu as quelque chose à publier? Donc là, il a vraiment claqué la porte. Mais juste pour le journalisme, donc il a fait tout ça, les chroniques, les entretiens, ça lui plaisait beaucoup. Et à un moment, en 2000, il est parti en Égypte pour des raisons personnelles, parce que sa sœur est installée en Égypte et aussi parce que cet univers casablancais, etc., il voulait l'éviter. Tout simplement parce qu'il l'entraînait vers ces univers interlopes et parce que à un moment, pour dire les choses clairement, il sombrait dans l'alcoolisme. Oui, parce que c'est écrit, c'est même d'ailleurs signé Abdallah Baïda. C'est écrit. Il y a dans une correspondance que vous avez avec l'auteur, il vous écrit qu'il préfère rester au Caire, parce qu'on lui propose de rentrer au Maroc parce qu'au Caire, il a enfin réussi à se débarrasser du sang de singe. Voilà, et il a trouvé une certaine tranquillité. Il habitait au quartier Maadi, pour ceux qui connaissent le Caire, au quartier Maadi au Caire, où ça n'a rien vraiment à voir avec l'agitation qu'on connaît de la ville, le Caire, et il a trouvé une certaine quiétude, la lecture, l'écriture, un peu de sport. Voilà. Donc, lorsqu'on lui a demandé de revenir, il a dit non, donc c'est là qu'il a coupé les ponts avec le groupe Maroc Soir. Alors, pour essayer, dans le feu de la discussion, pour essayer quand même de rester dans un fil narratif, après on pourra s'en dégager, il faut quand même noter qu'après la publication de Demoiselles de Numidie aux éditions de l'Aube, il va très vite se brouiller avec les éditions de l'Aube, pour des raisons que j'ignore, peut-être que vous connaissez les dessous de l'affaire, mais moi je... Et pendant des années, jusqu'en 2006, il n'aura plus de contact avec le monde de l'édition. C'est-à-dire que de 92 à 2006,
en dehors de son activité journalistique, il écrit tout seul dans son coin. Et c'est tout de même une figure qu'il faut remercier ici, même s'il n'est pas parmi nous, c'est Salim Jay. Qui, si je me souviens bien, en rédigeant son maintenant fameux dictionnaire des écrivains marocains, fait sa notule sur l'EFTA et s'aperçoit qu'il n'y a rien. Il essaye une promotion à la télévision, si je me souviens bien, à la télévision marocaine. Et au Caire, l'EFTA voit l'émission et demande à Paris de prendre contact avec Salim Jay, qui vivait entre les deux. Et c'est comme ça que le contact se fait. Et Salim Jay va aller voir les éditions de La Différence, qui va publier une série de romans, donc qui tout d'un coup apparaissent d'un lectorat ébloui et ébahi. Et c'est là, comme vous le disiez, que quelques éditeurs marocains, il y a de la valeur chez cet auteur, puisque Paris le publie, alors que personne ne s'était posé la question avant Paris. Donc ça, c'est un coup de pied collectif à tous les éditeurs. Je ne fais pas de jaloux. Et voilà, une fois Marocain commence à s'intéresser à l'œuvre de l'EFTA, donc on connaît cette musique. Et à partir de là, on va là hommage à Tariq Édition, qui précisément, en faisant ce collectif et ce travail, commence par publier un texte d'étude sur l'œuvre de l'EFTA, et puis après le Demoiselle de Numidie, au tournant 2010. En 2006, effectivement, lorsque la maison d'édition le découvre, grâce à Salim Jay, la même année, en une année, ils vont voir Demoiselle de Numidie, et ils vont sortir 3 titres. C'est-à-dire, en une année, il y a 4 romans qui ont été publiés en 2006. Et donc, depuis l'œuvre commence à fleurir. Voilà, effectivement. Qui ne sont pas toutes vénéneuses. On va savoir qu'il y a un écrivain important, 2006, il va être invité au Maroc. Donc, c'est là qu'il va faire revisiter le Maroc. Il va être invité en 2006 à l'événement Le Français dans tous ses États qu'organisait la France. 2007 aussi, il va être invité au Salon de Tanger. Il y aura une rencontre organisée des écrivains du Maroc en 2007 également. Il va être là. Mais ce qu'il faudrait peut-être aussi signaler, c'est le caractère de l'EFTA lui-même. Pourquoi il n'est pas allé chez des éditeurs? Pourquoi il n'a pas publié entre 1992 et 2006? C'est aussi parce que c'est une personnalité, c'est quelqu'un de timide, très timide, de très réservé, qui n'entre pas. Pour lui, ce qui est le plus intéressant, c'est d'écrire. Beaucoup plus que d'être publié, beaucoup plus que d'être connu, etc. Et ça me rappelle une scène. On était au hall de l'hôtel Balima à Rabat, et il y avait un journaliste, je ne dirais pas de quel organe, etc., un journaliste marocain qui était venu pour l'interviewer. Et en fait, on était tous les 3 assis comme ça, et moi j'observais le journaliste qui lui parlait comme un inconnu. Il posait des questions. Pourquoi vous écrivez? Qu'est-ce que vous écrivez? C'est quoi le sujet de vos livres? Et moi, ça m'a agacé. C'est quoi, un journaliste qui vient pour interviewer un Leftah et qui ne sait rien, absolument, qui ne savait rien à propos de lui. Bon, je me suis calmé. Et quand merci, le journaliste... au nom de la profession, merci. Voilà. Et quand le journaliste est parti, j'ai dit, Leftah a gardé son calme et tout. Je lui dis, mais bon, j'ai prononcé une insulte que je ne vais pas répéter. Merci encore. C'est quand même absurde, pour dire ça dans des termes beaucoup plus... C'est quand même absurde. Un journaliste qui vient t'interviewer, Leftah m'a regardé comme ça, il m'a dit, il s'est quand même donné la peine de venir. Voilà. Voilà. Il a fait un effort, il y a d'autres journalistes, etc. Alors, bon, la triste fin de cette histoire, c'est qu'au Caire, il va être foudroyé par un cancer, donc je crois qu'il part en moins d'un mois, donc en 2008. Voilà. Et donc depuis... Voilà. Donc depuis, il y a eu Le Bonheur des mots, et depuis donc son œuvre commence à être éditée. Donc maintenant c'est la vie de l'œuvre. Donc là,
peut-être que Rachid peut nous dire un mot en quoi cette œuvre peut nous concerner, pourquoi est-ce qu'elle nous parle, qu'est-ce que c'est l'avis, que ce soit l'avis de l'universitaire et de l'éditeur, nous intéresse. Bonsoir, merci pour cette invitation autour de l'œuvre de Mohamed Leftah. Il est un constat qui me semble désolant, mais qui est en train d'être corrigé aujourd'hui. C'est que Mohamed Leftah, qui a littéralement, sans exagération, changé le visage de la littérature marocaine, ne soit pas si connu que ça. Ce lot réservé à Mohamed Leftah a été réservé à d'autres auteurs qui sont toujours vivants, comme Mohamed Louakira, qui est un immense poète, qui a écrit depuis 50 ans et qui est très peu connu. Heureusement que maintenant, il y a une anthologie qui se prépare et ensuite une réédition de l'œuvre complète, et c'est une excellente chose. Mais c'est une manière aussi de dire que nous, au Maroc, je ne sais pour quelle raison, nous avons un problème avec la mémoire. Partout. La mémoire de nos écrivains, de nos penseurs, notre mémoire personnelle, qui n'est jamais consignée, préservée, alors que c'est une œuvre nécessaire qui, en principe, vaut le développement économique et social. Ça, c'est un travail qui ne se fait pas malheureusement. Alors, deuxième constat qui émane de ce premier, c'est que le travail qui se fait aujourd'hui pour relire un auteur, parce que l'œuvre de Mohamed Leftah est une œuvre d'actualité, elle a son acuité aujourd'hui et elle a toute sa pertinence. Et il est un devoir, pas uniquement une fidélité d'ami, un devoir de le lire, de diffuser son œuvre partout, comme la pensée ou l'imaginaire d'autres écrivains cédés ou toujours en vie, mais qui vont disparaître bientôt. Et ce travail-là n'est pas fait par l'institution malheureusement, mais seulement par les amis. Remarquez une chose, Mohamed Leftah a lu l'ensemble de ces textes de son vivant, alors qu'il était malade. Ce n'est pas un texte posthume. Il a été publié de façon posthume, mais il a lu tous les textes. Et donc, c'était une très grande partie pratiquement. Et c'est un hommage qui lui était rendu de son vivant. Et il était très content. On a eu des échos après la lecture d'un texte ou un autre, etc. Et donc, il est mort avec au moins cette joie de voir son œuvre relue, transmise à travers un effort, encore une fois. Alors, tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est que Mohamed Leftah a été pour la première fois publié par son professeur de philosophie et son ami qui est Edmond Amran El-Maleh, aux éditions de l'Aube pour le Numidi. Quelques années plus tard, après ce silence, c'est Salim El-Jay qui va évidemment promotion de cette œuvre et par conséquent, il y a publication exceptionnelle, il faut le dire. Abdallah, il a dit, mais les lecteurs doivent comprendre que c'est un fait inédit en édition. Publier 3 textes chaque année ou 2, c'était régulier, ça ne concernait pas que cette première année. Pour les années suivantes, Mohamed Leftah, chaque année, par 3 livres ou 2 minimum. C'est exceptionnel. Ça ne sert ni Sartre, ni Camus, ni personne. Et ça, il faut le souligner, est majeur, importante. Ça, c'est un élément essentiel. Cette œuvre interroge aujourd'hui. Prenons uniquement l'exemple de la dernière en date, publiée à titre post, dernier combat du capitaine Niamet, qui a eu le prix de la Momounia. C'est le prix le plus doté. Posthume, c'est ça, posthume et le plus doté au Maroc. Je ne dis pas c'est le plus important doté. Vous voyez, c'est l'histoire toujours actuelle. Un ancien militaire qui a fait la guerre contre Israël et qui a gagné justement dans sa vie. Se passe en Égypte. En Égypte, voilà. Et qui, à la fin de sa vie, se découvre des penchants homosexuels. Alors, dit comme ça, ça peut ne pas inspirer un sentiment de dégoût pour certains, mais c'est quand même un livre fondamental parce que pour la première fois, il met en cause la virilité, justement, arabe. Mais c'est une œuvre exceptionnelle, aujourd'hui traduite en arabe. Elle fait scandale partout parce qu'elle fait au moins réfléchir. C'est vous dire qu'il est aujourd'hui plus que nécessaire de relire l'œuvre de Mohamed Leftah, de la diffuser
à une large échelle, de permettre, notamment dans l'école publique, à nos élèves, à nos étudiants, de découvrir un tel imaginaire en dehors de ce que sont les considérations de type moral, parce que Mohamed Leftah serait pour certains puritains un pornographe, tout simplement parce qu'il parle du corps. Et du corps, dans toutes ses expressions, on peut imaginer effectivement des scènes assez poussées sexuellement parlant, mais il y a aussi une valorisation du corps. N'oublions pas que Mohamed Leftah est un écrivain érudit. Il connaît parfaitement les deux traditions occidentales, il a tout lu. Hein, les auteurs français, anglais, toute la philosophie, tout ce que l'on veut. Mais il a lu en même temps, maîtrisé de façon exceptionnelle l'héritage arabo-musulman, qu'il soit traditionnel, hein, qu'il relève de la diégèse ou de la chronique d'un côté, mais aussi de cette littérature exceptionnelle, très peu connue hein, par nous les Arabes, à savoir la tradition soufie. Et le génie de Mohamed Leftah, c'est de faire justement la synthèse entre ses connaissances humaines et de se positionner pour des valeurs humanistes, universelles. Alors, défendre la tolérance, défendre l'ouverture d'esprit, défendre les libertés individuelles, etc., c'est au cœur du projet de Mohamed Leftah. Et justement, je ne vais pas être long, Mohamed Leftah est l'un des rares écrivains, je dis peut-être même le seul, peut-être jusqu'à tout récemment, à avoir un projet littéraire. Un projet littéraire. Les autres, à mon sens, je peux être un petit peu sévère, hein, c'est pas se flageller me concernant, mais personne n'a proposé avec une telle évidence un projet littéraire. Ça, c'est nouveau. Deuxièmement, il a introduit dans le champ littéraire marocain un genre qu'on ne connaissait pas, qui était pratiqué timidement, c'est ce qu'on appelle le roman poétique. Il est le premier à le pratiquer avec cet accent. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Les textes de Edmond Amran el-Maleh relèvent justement de ce même genre. D'autres textes appartenant à un écrivain ou un autre relèvent de ce genre. Mais Mohamed Leftah a une cohérence extraordinaire du début de Deux mois Numidie jusqu'au dernier texte posthume. Il s'inscrit justement dans cette tendance aujourd'hui. Alors, pourquoi je dis ça et pourquoi c'est, à mon sens, quelque chose d'extraordinaire? Remarquez un fait tout simple. Les écrivains marocains, depuis Abdelkader Chat, qui a écrit le premier roman en 1932, ensuite, à sa suite, Ahmed Sfrewi, ensuite Driss Shraibi, ensuite la génération Souffle, de façon très large, ensuite la génération transitoire que sont Abdelhak Serhan d'un côté, Fouad El-Aroui, Edmond Amran el-Maleh, et la toute génération qui écrit aujourd'hui. Très souvent, on a commencé par un texte qui relève de sa vie. C'est une autobiographie dans un cas, c'est une autobiographie déguisée dans l'autre, c'est une autofiction, vous voyez, et c'est un pan essentiel de sa vie romancé. C'est exactement ça. Mohamed Leftah a inversé la tendance complètement. C'est vrai qu'il s'inspire de sa vie, non de certains événements traumatisants à titre personnel, mais il est dans la fiction. Il est dans la fiction totale. Pourquoi? Parce que pour lui, il a un credo. À l'extérieur, il y a toutes sortes d'extrémismes, et notamment l'extrémisme islamiste. Dans le cocon, il réunit les gens, les modernistes, les citoyens, les vrais citoyens, etc., les progressistes, pardon, et tout simplement les petites gens, les amoureux de la vie, hein, qui sont menacés justement ces forces extérieures. Eh bien, on peut réaliser son statut grâce à la littérature. Alors, ça ne veut pas dire que les textes de Mohamed Leftah sont nombrilistes, on va dire un ego, pas du tout. Non, ce sont des textes peut-être de l'intérieur, parce qu'il est dans les bars. On reconnaît dans Quichotte ici, on reconnaît le quartier Bousbir, notamment à Casablanca, mais on reconnaît les ruelles de Stade, qui est sa ville natale. Mais c'est une littérature qui part de ce culier, peut-être local, hein, très personnel, et qui a quand même une résonance universelle. Et c'est justement de ces textes qui ont
comment dire, comme une marque poétique extraordinaire. Alors, je voudrais donner quelques exemples en résonance sur d'abord un qui expliquera la citation et qui est, je pense que nous en serons d'accord, qui est précisément le projet Lefta, qui est à la 3e page de Demoiselles de Numidie. Hein. Donc, c'est une quasi-introduction, ça s'appelle pas introduction, mais c'est effectivement, on peut le lire comme son programme littéraire, et ça se termine de cette façon, de cette violence, de cette nuit, de quelques mots matriciels et mystérieux, fleurs, filles, chancre, stigmates, de certains noms enchantés, Yasmine, Zumurod, arriverai-je à tirer un chant, à donner un ordre poétique, le seul ordre acceptable. Donc, de cette part de Demoiselles de Numidie, tous ces livres restent de toute façon, on part effectivement, nuit, des filles, du chancre, pas des filles ou des garçons d'ailleurs, du chancre, du pollen, et on va aller vers la poésie. Donc je vais aller au bout pour exemple, de jusqu'où lire un extrait. Voilà, lire un extrait. Donc ça c'est dans Ambre, donc c'est pas c'est un extrait étonnant mais que les enfants peuvent entendre. Le rêve avait pour cadre, donc c'est un extrait onirique, c'est un moment onirique du roman. Le rêve avait pour cadre le plus beau fleuron de leur science, le monstre chtonien dont ils étaient si fiers et qu'ils avaient baptisé Boa. Dans une reptation sinusoïdale et précise, lente en apparence, mais gonflée de toute l'énergie concentrée d'une houle, ils s'approchaient de la grotte qu'on continuait par habitude de qualifier d'inaugurale, parce que c'est à partir d'elle qu'ils s'étaient lancés pour la première fois en une nuit fatidique qui avait marqué le basculement du millénaire. Les écailles rutilantes du boa semblaient indiquer une mue récente, mais qu'on pouvait tout aussi bien projeter au constat de cette reptation circulaire et sans fin, dans un temps que ne scandait encore ni la décennie, ni le siècle, ni le millénaire, encore moins ces millénaires étranges, formés par l'imagination et l'angoisse humaine et appelés millénium, mais seulement la respiration abyssale de l'océan, la lente maturation du globe et les mutations brutales des espèces. En un temps où peut-être n'était même pas encore apparue celle que le boa, dans cette grotte banalisée maintenant, venait de vomir de ses tronçons ellipsoïdaux sous la forme de grappes mauves tourbillonnantes pour aussitôt en réingurgiter d'autres que ces entrailles luminescentes d'un ver aquatique allaient vendanger à leur tour dans les prairies souterraines et silencieuses de la nuit. Du feuillage dont le trot de l'ophidien bacchique s'était exfolié une plante aux formes bizarrement humaines, de celles que ne sachant comment les nommer, on appelle tropicales ou exotiques, attirait l'attention. Des grappes mauves qui s'entr'ouvrirent pour lui livrer passage, s'élevèrent les mots oiseaux, des métaphores familières et rassurantes pour essayer d'en cerner l'identité. Je saute quelques lignes, pardonnez-moi. Le couple surgit de la verte forêt des songes, de l'immémorial écoulement des migrations humaines, resta ainsi longtemps enlacé, s'émerveillant de la sève ascendante qui l'irriguait et qu'il sut immédiatement être celle-là même, première, précieuse, miraculeuse du printemps naissant, de l'amour naissant. Quand le boa se devina à nouveau dans les entrailles de la nuit, s'approcha, s'arrêta. Quand le boa se devina à nouveau dans les entrailles de la nuit, s'approcha, s'arrêta, et que ses écailles rutilantes s'ouvrirent, le couple s'engouffra dans ses entrailles aquatiques, et un moment après se retrouva au grand jour. Le soleil d'un printemps parisien, unique, merveilleux, baignait les platanes, les fleurs, les frondaisons d'un bois élyséen immortalisé par la magie proustienne. Chère Lucie, eut-il un instant l'envie de l'appeler. Levons notre coupe pour fêter l'événement. C'était l'arbre transplanté qui faisait cette invitation à la jeune femme tout juste rencontrée au magique peuplier qui lui était promis. Quel événement? Celui de notre découverte, de notre rencontre. Il aurait voulu ajouter « Je t'appellerai Lucie », comme cette vieille matriarche africaine, car les migrations humaines sont la substantifique moelle de l'histoire, et ce, avant même que n'eût été inventé le mot, mais depuis le jour maintenant plongé dans un passé insondable, où une espèce se mit dans la station debout et commença une errance ininterrompue, qui se révélera peut-être un jour, somme toute vaine et fugitive, aux échelles incommensurables de l'univers et du temps. Donc, c'est le FTA. Donc après, peut-être on peut dire un mot sur l'actualité de l'œuvre de Lefta, et puis surtout comment, dans les symboles et dans sa poésie, dans les symboles qu'il convoque,
effectivement, on va trouver différentes sources et l'étonnante érudition dont il fait preuve à travers ces textes. Bon, moi j'aimerais bien réagir à ce texte. J'aurais aimé que tu prolonges les lectures sur l'autre paragraphe et finir sur cette reprise de Mallarmé aussi. Hein. Le bel, le vivace, le vierge aujourd'hui, déclama-t-il. Bien sûr. Là, dans ce passage, au moins, on reconnaît plusieurs auteurs. Proust d'un côté. C'est vrai, l'événement concernant Lucie qui avait fait à l'époque le tour du monde, mais d'autres auteurs aussi. Mohamed Leftah écrit pratiquement à mi-chemin entre l'essai et la fiction, le poétique et peut-être ce qui est connaissance universelle. Ça, c'est la première marque de son écriture. Et très souvent, on hésite justement à nommer le genre lui-même, parce qu'il se joue justement de ces genres-là. Et des fois, on reconnaît la dimension de l'essai, de la réflexion, de la méditation aussi. Et de l'autre, on reconnaît cette de type poétique pur, pièce qui devient elle-même entité autonome, qu'on pourrait extraire pour sa beauté, pour son rythme, etc. Deuxième aspect d'écriture, c'est que... Pardon, juste pour l'Assemblée, sachant que Ambre, le personnage central, c'est une naine maquerelle. C'est ça. On lit l'histoire. Donc au milieu de cette histoire d'une naine maquerelle, vous avez ce genre de passage. C'est une femme à la peau très brunâtre, ne quitte jamais... qui fume à longueur de journée. Elle est maquerelle, de taille, moche, naine, etc. Et c'est un personnage qu'il va rencontrer à Casablanca. Or, elle a France, évidemment, et vous savez de quelle manière, quand il était dans sa ville natale, et donc Stade. Et en la rencontrant, évidemment, etc. Et c'est vrai, le fait est un fait de sa vie personnelle. Mais l'aspect le plus important, il construit tout ce texte-là, hein, Ambre, hein, il ne s'agit pas de l'ambre, etc. On parle de la matière aussi, ambre. Il s'agit aussi de ça. C'est juste pour préciser. On arrête le mot c'est ça la façon de faire de Mohamed Leftah, c'est qu'il peut partir d'un mot ou quelquefois d'un son, hein, de sa polysémie, pour travailler le texte en versions qui deviennent source même de la création et horizon même de la beauté, parce que c'est ça, Mohamed Leftah, c'est d'atteindre la beauté. Et il m'arrive assez souvent de répéter que toute création, quel que soit le genre dans lequel on la fait, on la pratique, elle émane de l'être. Et toute création a un horizon. Et cet horizon-là, c'est la beauté qu'il faut aller faire croître là où elle est. Ça, c'est une leçon de Mohamed Leftah. Abdallah, qui est à ma droite, pardon, c'est quelqu'un qui travaille aussi dans cet horizon, celui des mots, à travers effectivement un son, un S langagier, il peut te construire de la même manière qu'il est aussi fait travail sur les mots, et à partir d'un sème, des fois, un son particulier, il te brode, il te construit, etc. Et ça, c'est une des leçons de Mohamed Leftah. Et ces métamorphoses qu'il fait subir justement à la connaissance universelle, qu'elle soit occidentale ou arabo-musulmane, c'est ce qui fait justement la beauté de son œuvre. Alors maintenant, il y a une marque essentielle que partage Abdallah, c'est que tout ce qui semble ici laid, c'est-à-dire les corps difformes, comme c'est le cas de Ambre, les prostituées, qui sont violentés, violés, hein, sodomisés dans les romans de Mohamed Leftah, les macros, comment on appelle, les boss de quartier, etc., qu'ils soient défigurés, scarifiés, etc., ils nous apparaissent beaux. C'est ça la grande force de Mohamed Leftah, grâce justement à cette langue-là. Et on peut aller très loin, Abdallah pourra développer ce point que je vais énoncer, c'est que Mohamed Leftah a une esthétique, c'est vrai, mais il a aussi une éthique. C'est ça ce qui est curieux. Et ça, c'est quelque chose, c'est un équilibre difficile à faire. Et pourtant, il réussit. Si on veut, et je finis sur ça, si on veut être fidèle à cet auteur, parce que je l'adore, je ne peux pas.
Si on veut être fidèle à cet auteur, c'est vrai, il faut tout simplement aller le lire, le faire lire aussi. On essaye en tout cas. Alors, oui, un mot si tu veux réagir directement. Parce qu'il y a un autre aspect. Donc là, on a vu qu'il jouait avec le serpent ophidien et la figure scientifique de Lucie. Mais c'était, donc dans Au bonheur des mots, c'était Kansas et Freewy d'ailleurs qui relevait qu'il y a une autre figure très importante dans l'œuvre de Lefta, c'est celle de Marie. Et pas n'importe quelle Marie, la Marie du Coran. Hein. Donc Kansas et Freewy relevait, citait ce passage de Lefta qui dit que Ève, qui n'est même pas nommée dans le Coran, usurpe le rang de première femme de la création qui lui a été dévolu par les trois religions monothéistes. Dans la logique du discours coranique où le signe, la lettre, la nomination sont au fondement de l'être, c'est à Marie, la seule femme nommée, que devrait légitimement revenir ce rang. Donc on est vraiment au croisement. Là, évidemment, tout ça ne se suit pas. Là, moi, je triche là parce que j'ai un micro et 3 bouquins, donc je peux mettre les morceaux du kaléidoscope côte à côte. Hein, mais tout ça ne se suit pas. Mais je pense que c'est important de voir qu'il convoque différents mythes et différentes mythologies, et il sait en jouer et construire quelque chose d'assez unique. Donc je laisse Abdallah. Là, la question est vraiment ouverte. Tu réagis comme tu veux. Je pense qu'en fait, d'abord, tout à l'heure, tu as dit une chose qui me paraît intéressante en commençant le début de Demoiselle des Numidies en disant introduction. Et ça, c'est dans presque introduction, c'est dans presque tous les livres de Leftah. Ça commence par une introduction, ça commence par une sorte, ça pourrait paraître un tâtonnement. Voilà, comme s'il cherchait la voie qui va le mener vers le sujet, etc. C'est comme introductif. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans sa tête qui est là, mais tout en jouant avec les mots. Par exemple, là, tu as donné l'exemple de Demoiselle de Numidie, mais je pense aussi à l'exemple de l'enfant de marbre. L'enfant de marbre, ça commence comme ça, la lumière qui rentre d'une fenêtre. Et un roman qui est sur la table. C'est comme si un roman était en train d'attendre, etc. Et en jouant avec ces mots-là, et là je rejoins l'idée à propos de Marie, parce qu'elle va convoquer également, c'était le jour de la Toussaint. Et dans sa mémoire, il y a aussi les fleurs, d'aller visiter les tombes. Et acheter un type particulier de fleurs qui est, en passant chez le fleuriste, c'est les Véroniques. Et les Véroniques, ça renvoie pour lui à Véronique qui est aussi barmaid. Et ça le renvoie aussi à Casablanca, à Don Quichotte. Et ces résonances-là sont intéressantes parce que c'est quelqu'un, comme l'a dit Rachid, qui jongle facilement entre les cultures. Et Véronique, ça le renvoie à cette femme également, qui est à l'origine du mot Véronique, qui était sur le passage de Jésus et qui lui a effacé ses larmes aux sa sueur, etc. Véronique. Et donc, ça, c'est formidable quand on arrive à faire cela. Mais la question, en fait, aussi, qui se pose, parfois ça m'interpelle quand j'entends certaines réceptions de l'œuvre de Leftah et qu'on dit qu'il dénonce ceci, il dénonce cela, il dénonce. Je trouve qu'en réalité la dénonciation pour lui est toujours au second plan. Alors, voilà. Oui, voilà, je voulais en venir ici, puisque on parlait des personnages. Oui. Alors, dans Demoiselle de Numidie, puis ça va être des personnages récurrents, d'ailleurs, on va les retrouver dans d'autres romans. Il y a des personnages extraordinairement attachants, qui sont quand même d'infects salopards, oui. Qui sont les macros. Exactement. Qui sont les macros et qui s'appellent Zapata, Spartacus. Exactement. Oui. Et donc, c'est quand même assez extraordinaire, parce qu'on se demande s'il n'y a pas un message codé que pense Leftah de la politique. Zapata et Spartacus sont quand même deux grandes figures de la libération sociale, de la mythologie. Il explique que le nom de Zapata est venu, c'est le surnom en fait, hein, c'est le personnage est surnommé comme ça par ses amis après que tout le monde ait vu le film Viva Zapata, et le surnom l'est, on imagine
j'imagine qu'il en va de même, pour Spartacus. Et ces personnages sont quand même épouvantables et on finit par s'y attacher. Là, c'est un des signes où on reconnaît un grand auteur, c'est que quand Zapata ou Spartacus apparaît au détour d'une page, on se demande qu'est-ce qu'il devient. On a l'impression que c'est un vieil ami, on se demande qu'est-ce qu'il va nous faire encore celui-là, etc. Et ils sont... Exactement, c'est ça ce qui est formidable avec c'est ça de la littérature, par exemple. C'est une sorte de transfiguration, c'est pouvoir, avec les mots, évoquer un quartier comme quartier Boussibir. Et évoquer également le parterre de Don Quichotte où il y a plein de saletés, etc. Ou évoquer presque les nommables ou les noms des prostituées que les gens évitent, par exemple, de dire. Et lui, il va les magnifier. Il va parler de Zomorod, il va parler de Warda, il va parler de Yasmine, il va parler de... Ça devient un bouquet. Tout simplement grâce à la magie de la langue. Et c'est ça, en fait, c'est ce qui est important pour lui. Et ça, et je retiens le mot introduction parce que je n'avais pas pensé à ça, mais c'est important. Il y a ce travail de réflexion tout en créant. Il y a de la création, mais il y a le travail également parce que sa conception, justement, de l'écriture, la conception de l'Iftah de l'écriture, c'est l'écrivain doit être un solitaire et solidaire en même temps. C'est pas le jeu de mots est de lui. Justement, j'ai noté une petite citation, un petit paragraphe où il parle qui va sortir à virgule certainement. C'était sa communication au salon de Tanger. Il disait que l'écrivain doit assumer les risques, opposer son activité silencieuse et solitaire et néanmoins solidaire, souterrainement solidaire, à la clameur et les vociférations de la foule, répondre à une oralité encore dominante et véhiculant insultes, clichés, éculés et une vision du monde figé, fossilisé, une écriture patiente, méditative, essayant de frayer les voies de l'avenir, de découvrir du nouveau. Et ce dernier mot, le nouveau, c'est également, ça fait partie du projet de l'Iftah, c'est-à-dire de ne pas s'inscrire dans les récits qu'on connaît, raconter des histoires, raconter que ce soit des histoires de vie ou des histoires de petits gens, etc. Tout ça, c'est pas au premier, c'est d'arriver à dire cela comme si ça se racontait pour la première fois, comme si on le racontait pour la première fois. Et il y arrive parce que, comme l'a dit Rachid, il y a de la poésie, il y a de la narration, mais aussi il y a de la réflexion, il y a de la culture. Et dans ces œuvres, on a à la fois la culture occidentale avec tous les grands noms qu'on connaît. Bon, son Dieu, parmi ces dieux, il y en a plusieurs d'ailleurs. C'est Jean Genet, c'est Baudelaire, par exemple. Baudelaire, là, il lui a consacré dans presque toutes ses œuvres. Et on retrouve Baudelaire a beaucoup parlé de fleurs aussi. Hein. Voilà, les fleurs du mal. Mais il arrive justement à les dire de cette façon. Et le côté érotique chez Baudelaire, ça l'intéresse beaucoup parce qu'on parle dans un texte où il rappelle que les fleurs du mal devaient s'appeler à la base les lesbiennes, etc. Et tous ces aspects-là, quand Baudelaire, par exemple, arrive à extraire les fleurs à partir du mal, c'est-à-dire à montrer le beau et la beauté à partir de là où on ne l'imaginait pas, c'est ça le défi. Et c'est le défi qu'a relevé l'Iftah, et je pense qu'il est arrivé à le réussir. J'aimerais bien effectivement souligner cette dimension. Mohamed l'Iftah, il est apolitique. Il ne fait pas de politique. Mais il a un positionnement éthique et politique. Et cette nuance, elle est extrêmement importante pour lui. C'est un défenseur des valeurs universelles, qui vont réunir tous les arts partout où il se trouve, mais ce n'est pas quelqu'un qui va s'inscrire dans sa fiction, dans son œuvre, en tant que
citoyen qui propose un discours. Parce que pour lui, et c'est sans doute une remarque partagée par plusieurs personnes, la maladie du discours, pendant très longtemps. Vous voyez, lui, il ne connaît pas les pesanteurs politiques, ce combat avec le colonisateur, etc. Il n'a pas un positionnement politique et c'est la raison pour laquelle il serait libre. Lui, son monde, c'est la fiction, c'est travailler à l'intérieur de la littérature de façon générale qu'il considère comme étant la seule voie de salut des gens. Mais il produit effectivement qui va aller trouver une résonance auprès des gens. Parce que le paradoxe, je voulais analyser juste 30 secondes, la question de l'engagement des œuvres dites engagées, avec la génération souffle, panier, etc., c'est que on croit produire une œuvre engagée, alors l'engagement ne peut pas être préalable une décision de l'auteur. Deuxièmement, l'œuvre elle-même ne peut pas être engagée. C'est une œuvre de fiction, c'est-à-dire faite d'être de papier. Lorsqu'elle trouve des résonances et donc acquiert un statut au sein de l'arène publique, là, elle devient œuvre engagée. Donc, tout compris, pour lui, produire du discours ne sert absolument à rien. Donc, il travaille dans la dimension purement poétique. Mais il n'est pas délesté complètement de ce qui se passe autour de lui. Très bien que Mohamed Leftah et Abdallah est un témoin direct, voulaient faire un travail sur une sainte Shawan, Sayyid al-Hurra. Et il commençait une documentation pour faire un travail. Alors, mais j'aimerais bien finir par ça, c'est que Mohamed Leftah, c'est le plus politique de nos auteurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, toute son œuvre est traversée par la problématique du corps. Et il est le seul aujourd'hui, je dis partout dans le monde, que ce soit en France, avec cette question du voile et compagnie, etc., ou dans le monde arabe, avec l'Arabie saoudite, le Qatar, le Maroc, l'Algérie et les islamistes. L'enjeu politique principal aujourd'hui, c'est le corps. On résout la question du corps, eh bien, tout est résolu. On n'a pas besoin de parler d'autres droits que ça ou de démocratie, etc. Non, résolvez la question du corps, tout sera résolu, y compris la question de la démocratie. Parce que le fonds de commerce des islamistes aujourd'hui, c'est de maîtriser les corps. Vous enlevez ce fonds de commerce, ils n'ont plus aucune cause, ils vont disparaître. C'est ça. Mohamed Leftah l'a compris. C'est un positionnement politique à long terme. Il ne voit pas uniquement une question subsidiaire comme celle du harcèlement, par exemple. Elle est subsidiaire par rapport à la question centrale qui est celle du corps. Alors, pour moi, Mohamed Leftah, c'est le plus engagé de nos écrivains. Bravo. Alors, je vais faire une autre citation, parce qu'effectivement, bon, le contrôle du corps, je souscris à ce qui vient d'être dit, même si ce ne sont pas les barbus qui ont inventé le contrôle du corps. Ce qui me semble moi, intéressant, mais on en parlera peut-être une autre fois, c'est qu'ils ont repris le système du contrôle du corps et ils l'ont ripolliné aux couleurs locales, mais c'est le bon. Alors, on va rester sur cette thème-là. C'est une citation que tu fais, Rachid. En note, c'est dans Demoiselle. Alors, morte Rose, kidnappée Louisa, Spartacus était effondré. Il réalisait qu'il n'était qu'un parasite, qu'un chancre qui vivait aux dépens de la fille arbre. Leftah ouvre une parenthèse. Et moi qui ai pris comme prétexte et héroïne à ma rêverie, à mes fantasmes, à ma révolte, ces mêmes jeunes filles fleurs, serais-je à mon tour une sorte de chancre, de mac, voulant m'asservir une langue fleur et la marquer de mon étrange amour ? C'est la réflexion, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans les textes de Leftah, il y a l'interrogation des mots, mais aussi au-delà des mots, il y a tout un univers qui jaillit, un univers philosophique, un univers de littérature, un univers... Et il y a la mystique chez lui. Il y a la dimension mystique qui est très présente. Il a fait souvent référence à cela. Pourquoi ? Parce que la dimension mystique, justement, ou la mystique, c'est ce qui arrive à, j'allais dire, à concilier ce qui est considéré par, dans les normes, comme beau au lait, etc. Donc on dépasse tous ces clivages. C'est pour cela qu'il fait référence à la mystique, aussi bien à la mystique musulmane, mais également à Maïmonide. Il a souvent cité Maïmonide dans ses textes.
D'accord. L'écrivain comme Mac de ces personnages. Mohamed Leftah, effectivement, exprime ce genre de remarques tout simplement parce qu'il éprouverait, hein, je mets ça au conditionnel, mais j'en suis personnellement convaincu, il éprouverait une sorte de honte d'exploiter justement ces sujets, ces thématiques qui sont brisées, ces femmes surtout, hein, brisées par la vie. Quelque part, on pourrait définir le roman comme l'échec de la vie. Et Mohamed Leftah a justement une vie du point de vue de la norme qui est une série d'échecs. Et c'est la raison pour laquelle, pour lui-même, sans doute davantage pour ces femmes pour lesquelles il a une très grande empathie, eh bien, cette vie qu'il transforme même en destin. Aujourd'hui, si nous avons des femmes héritées des Mille et une nuits, parce qu'il va s'inspirer des Mille et une nuits, notamment à travers ces noms, et ce sont des noms de fleurs, il ne faut pas l'oublier. Ça lui permet justement de tisser, grâce justement à ce système de métamorphose, des liens avec d'autres réalités, et dans son effort de rappeler, peut-être de décrire ces univers de la laideur pour les transformer en beauté, il transfigure justement le destin de ces personnages et il les magnifie aujourd'hui. Elles restent ancrées dans l'esprit des lecteurs. Qui ne connaît pas Zomorrod, qui ne connaît pas tel ou tel personnage, et des mœurs ou Yasmine, etc. La liste est longue, qui ont des assez singulières, mais qu'on ne peut pas ne pas aimer. C'est ça la force de ce récit. Oui, c'est effectivement extraordinaire, c'est qu'à la fin, on aime tout le monde, même le macro et les policiers. C'est quand même un tour-de-force. Alors, après, je ne sais pas si vous voulez dire un mot, parce qu'il y a quand même aussi une particularité dans son écriture, et puis bon, on pourrait terminer là-dessus, même si c'est un petit peu pointu, mais en un mot. Oui, alors, le réel, puis il y a aussi parce qu'il fait beaucoup de... Et ça, l'écrivain Fassotine ouais. est un exemple, parce que vous savez les circonstances dans lesquelles... à travers lesquelles il a écrit cette nouvelle. Vous avez une nouvelle ici qui s'intitule L'écrivain Fassotine. Et c'est une nouvelle que Leftah avait écrite juste après le colloque qui a été organisé par l'Union des écrivains du Maroc. En fait, Leftah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de modeste, de timide, etc. Et qui a parfois du mal aussi à affronter le public, à prendre la parole. Lorsque l'Union des écrivains du Maroc l'ont invité pour le colloque à Rabat, c'était en 2006 ou 2007, il m'avait contacté, il m'a dit « Je voudrais bien venir à Rabat pour participer à ce colloque et pour voir les amis, mais on doit faire une communication. » Et ça, je peux préparer une vingtaine de communications, mais je ne voudrais pas les dire devant le public. Faire ma communication devant le public, alors on échange. Oui, effectivement, il avait du mal à prendre la parole en public. Et il me dit, finalement, voilà le marché que je te fais. Je peux venir, mais à condition que tu lises ma communication. Bien sûr, j'ai accepté, c'était l'occasion pour que Leftah vienne, mais après le colloque, il rentre chez lui, et après, il m'envoie cette nouvelle, L'écrivain Fassotine. De quoi il est question dans L'écrivain Fassotine? Il est question d'un écrivain qui contacte son ami Abdel pour lire à sa place. Une fois devant le public, et Abdel va essayer, et commence la lecture, et après, il perd ses moyens, il n'arrive pas à transmettre la parole de l'écrivain, et il y a quelqu'un d'autre à côté de lui qui prend la communication, qui essaye également de transmettre la parole. Et après, il y a tout un univers fantastique dans cette nouvelle. Et finalement, c'est une femme qui va arriver à dire des choses, etc. Et derrière cette nouvelle, ce qui m'intéresse, c'est
transmettre la parole de l'autre aussi, que je vois ici. La parole de l'écrivain, est-ce qu'on peut la transmettre? Est-ce que ce qu'on est en train de faire maintenant sert à quelque chose également? Essayer de transmettre l'envie de l'écouter déjà. Voilà. Alors peut-être juste si quelqu'un veut dire un mot, parce qu'il y a aussi toute une partie importante, c'est que quand il écrit, il s'adresse parfois au lecteur, il nous raconte, il faisait allusion, il nous dit, voilà, il parle de la lumière du ciel qui se fond dans le roman qui est sur la table. On ne sait pas si c'est le roman qu'il a écrit et que nous lisons, ou si c'est en fait c'est un autre roman qu'il est en train de lire. Donc il a tout un rapport aussi d'adresse directe au lecteur, ce qui est quand même c'est un peu comme le regard caméra au cinéma. C'est quelque chose qui est extrêmement rare et très difficile à maîtriser, et que lui maîtrise très bien. Donc là, sur cet aspect, bon, peut-être plus formel, mais cet aspect intriguant de son œuvre, je ne sais pas si l'un de vous deux veut dire un mot, et puis après on prendra rapidement, je dirais, c'est peut-être pas formel que ça. Moi, je le rattache en général à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'il y a de la réflexion en même temps. Dans le texte, lorsqu'il est en train d'écrire, il est en train aussi de réfléchir, de s'interroger par rapport à des aspects, etc. Et c'est dans ce sens-là qu'il s'adresse au lecteur, qu'il s'imagine et qu'il a besoin d'expliquer ou alors de creuser un mot. Voilà, il nous explique, je choisis ce mot parce que tout d'un coup on se retrouve dans la cuisine de l'écrivain. Et il a besoin non pas tout simplement de placer le mot, un mot à côté de l'autre, mais de s'arrêter sur un mot et d'aller en profondeur. Donc là, il n'est plus sur au niveau horizontal, mais il en est au niveau vertical, de creuser encore plus profondément. C'est pour cela d'ailleurs que ces romans sont petits. Aucun de ces romans ne dépasse les 200 pages. Voilà, parce que il y a de la matière, il y a des choses en profondeur et non pas des événements, une suite d'événements. Et ça convoque aussi des univers différents et à ces lectures à la fois qui sont dedans et à son passé et à la mémoire. La mémoire, par exemple, la mémoire dans l'œuvre de Leftah, ça c'est un sujet de thèse de doctorat que je recommande si quelqu'un voudrait le prendre. Et d'un excellent article de Rachid Khalez dans Le Bonheur des mots, d'ailleurs, la réminiscence. Voilà, hein, c'est la réminiscence est convoquée. Donc voilà, en guise de conclusion provisoire, effectivement, dans Leftah, le romancier de la polysémie des corps, et tous les sens attachés au corps, dans tous les sens du terme. Donc on va voir s'il y a sans doute des questions dans la salle pour nos deux intervenants. Donc après, je ne sais pas s'il y a un micro. Je crois qu'il y a un micro là, parce que nous sommes éblouis par les spotlights. Donc, ouais, ils ont besoin de micro. Donc il y a la dame au premier rang qui... Peut-être qu'on va prendre 2 ou 3 questions groupées et faire les réponses, et puis... C'est moi la dame au premier rang. Bonsoir. Alors, je dis juste que je m'appelle Annie Devernia et que j'ai fait de Leftah sur son premier surtout, puisque j'avais fait une thèse, ça portait sur le roman qui était publié à l'époque, Demoiselle de Numidie. Et en fait, ce que j'aimerais dire, et ce n'est pas une question, c'est une observation à l'intérieur, c'est qu'il y a une sorte de... Et ça ressort dans le texte que vous avez lu tout à l'heure. Il y a une sorte d'interdiction et de flou entre les règnes. L'animal, le végétal et l'humain ne sont qu'un. Et c'est une espèce de vision très holistique, comme on dirait, de l'univers, et très humaniste. Et Bon, ça, c'était une petite remarque. Une autre, c'est que je vois, à un moment donné, j'ai vu Toulouse-Lautrec. J'ai vu les affiches, le monde de Toulouse-Lautrec en écho Leftah. Et et puis, bien sûr, dans la lignée de Baudelaire, c'est une famille. Oui. Genet. Voilà. Saint-Genet est évoqué plusieurs fois. Oui, alors bon, je ne vais pas revenir, vous avez très bien expliqué à quel point toutes les cultures s'interpénètrent avec des mosaïques, c'est extraordinaire. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il rend hommage à Quilito. Et je vois effectivement en Quilito une sorte de frère dans l'écriture et de frère dans la culture. Et j'en profite pour rendre un grand hommage chaleureux à Leftah Quilito, à qui on voulait rendre hommage à Marrakech. Et il a dit, mais non, mais pourquoi vous voulez me rendre hommage? Qu'est-ce que j'ai fait?
Voilà, je pense que Leftah était un homme tout aussi modeste et extraordinaire. Et je rends hommage à ces grands de la littérature marocaine, de dignes descendants, bien sûr. Voilà. Merci. Vous n'avez évoqué, enfin, ni Khaireddine ni Choukri. Vous ne voyez aucun rapport entre Choukri, Khaireddine et Leftah? D'accord, c'est une question. Là, on a une vraie question. Là, voilà. Voilà. Donc, on prend plusieurs questions et on va vous répondre. Allez-y, madame. Avant moi, non. Pardon, allez-y. Je voudrais juste dire une chose. J'ai lu le recueil de nouvelles de Leftah, publié par le collectif de recherche sur la nouvelle, qui existe à Ben Msik pour la première fois en 2011. Et j'ai remarqué que les personnages ils sont les mêmes, mais dans chaque nouvelle, on ne sent pas la répétition. C'est intéressant. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est la présence de Mohamed Leftah. La présence de Lancé, mais le contenu est marocain. Et c'est bien illustré dans Un témoin de notre temps, qui est une nouvelle bouleversante et qui décrit où des gens sont là et puis il y a un jeune qui vient et puis à la dernière minute, il y a le côté humain que monsieur le professeur a dit. Et bon, voilà, je m'arrête. Il y a une autre question? Oui. Alors ma question elle est très simple, elle est par rapport au processus créatif. Alors je ne sais pas si il avait une routine d'écriture quotidienne ou est-ce que, on va dire, il a des moments d'inspiration et des moments où l'inspiration ne venait pas à lui, enfin des éléments comme ça. Merci. On va peut-être répondre à cette première salve et puis après les autres pourront se poser. Je tiens à vous remercier puisque vous n'avez pas donné la fin de cette nouvelle pour laisser le plaisir aux autres de découvrir. Effectivement, c'est le cas. Les autres sont présents, mais aussi les Marocains, dans cette diversité qu'ils ont, à la fois de manière de penser, de parler, etc. Un martyr de notre temps. Dans quel ouvrage? L'ouvrage s'appelle Un martyr de notre temps. C'est de nouvelles. C'est ça. Mais le texte, oui, un seul texte, oui. Un martyr de notre temps. Le titre. C'est le titre de l'ouvrage où on trouve la nouvelle. Oui, voilà. Absolument. Et c'est un collectif, non? Non, le collectif travaille justement sur la nouvelle et ils ont publié un... En fait, Leftah donne parfois des textes. Aussi. Comme il a fait ici. Donc il avait donné une nouvelle au groupe de musique, mais le texte a été publié dans Un martyr de notre temps. Oui. Alors, le recueil fait la différence. Merci. Effectivement, il y a la présence de l'autre, mais il y a la présence aussi des Marocains avec des parlers complètement différents, etc. Et c'est cette façon de parler, d'agir, de se comporter, elle est récupérée dans une langue qui est la langue française. Mais on sent effectivement, c'est pas une question de métissage qui ferait la synthèse entre l'arabe et le français, etc. Non. Mohamed Leftah récupère pleinement dans la langue d'écriture, donc dans sa poésie en français, la langue et l'âme justement de cet univers, qu'il appartienne à une classe sociale comme celle de Bousbir ou de Don Quichotte, mais aussi à un univers qui est celui de Mervet dans le dernier combat du capitaine Ni'met. Il a cette capacité effectivement de travailler sur la langue et de la polir tellement qu'elle garde sa résonance
hein, de son appartenance initiale, mais elle est déclinée dans la langue française. Contrairement à un auteur comme Serhan, par exemple, qui va écrire en français, mais qui va introduire des mots transcrits en marocain. C'est transcrit directement par l'alphabet français, mais ce sont des mots marocains. Et donc on voit très bien que Mohamed Leftah va très loin dans le travail sur la langue. Et il comprend parfaitement l'âme humaine qu'il décrit de manière extrêmement cohérente. Hein. Il n'y a pas de faute, hein, par exemple, d'incohérence dans la psychologie de ces personnages. C'est d'une rigueur extraordinaire. Rien n'est ajouté, rien n'est artificiel, et on sent ça. Alors, on n'a pas effectivement évoqué, comme citait Mohamed Khairdine, par exemple, ou Choukri, mais ce sont des écrivains qui ont effectivement traité certaines thématiques. Moi, j'avais envie, hein, je n'ai pas lu mon papier, au fait, je ne l'ai pas évoqué, mais Mohamed Leftah, c'est quelqu'un qui a fait un travail de rupture par rapport à ce qui précédait, et il a fait un travail de renouvellement. Hein. C'est quelque chose qui a inspiré ceux qui ont écrit après lui. Il faut bien le dire, c'est une date, hein, c'est une scission vraiment importante. Alors, côté, il se saisit justement des thématiques, des univers des prédécesseurs qu'il va modéliser dans le purement esthétique, poétique. Et alors, à ce moment-là, il biffe. Hein, tout ce qui est résonance avec le monde, il le biffe. Parce qu'il ne faut pas oublier, le matériau d'un écrivain, c'est la langue. Or, la langue est produite par le monde. Pour passer de la langue à un langage, c'est-à-dire ton propre style, il faudra évidemment évacuer d'un côté, s'il s'agit de poésie, des siècles de chansons, parce que c'est ça le principal de rythme, etc. Il faut évacuer des siècles contenus dans la langue, des siècles de mythes, et il faut surtout, dans la fiction, évacuer, comme dans la pensée, des siècles de concepts pour créer sa propre langue. Mohamed Leftah arrive justement à biffer tout ça et à nous proposer un langage qui lui est propre. C'est ça le travail. Mais il y a effectivement des résonances entre certaines thématiques ou certaines, on va dire, certains univers de Choukri ou de Khairdine. Khairdine davantage parce que c'est un personnage en tant qu'homme. Lui, il va dans ces lieux, crée, je ne sais pas, la pagaille, etc. Il en jouit, ensuite, et on retient la vie de Khairdine, pas son œuvre. Quand il s'agit de Choukri, qui a le même caractère, hein, bagarreur la nuit, etc., moi, je ne sais pas si je vais vous contenter ou pas, mais moi, j'ai beaucoup de réticences concernant Mohamed Choukri. Qu'est-ce qu'il a proposé? Non, à mon sens, il a très peu proposé, mais Mohamed Choukri est arrivé à une époque où, du côté du Maroc comme du côté de la France, on avait besoin qu'une voix s'exprime de cette façon. Mais Khairdine, c'est un écrivain qui a travaillé sur ce matériau qu'est la langue. C'est le cas de Mohamed Leftah. Voilà, pour être sincère. Oui, justement, pour être dans la continuité, effectivement, Leftah, c'est quelqu'un de reconnaissant pour les écrivains marocains, etc. C'est un des rares écrivains chez qui on trouve dans ces textes d'autres écrivains marocains cités. Parce que si on pense à tous les écrivains, à beaucoup d'écrivains, enfin de la première, la deuxième génération marocains, on les trouve, ils citent souvent des écrivains étrangers. Mais chez Leftah, non, on trouve, il cite Shraibil, c'est Khatibil, c'est Kilito, etc. Et à propos de Kilito, il a une grande admiration pour l'œuvre de Kilito. Et moi, je pense que c'est surtout ce qui l'attire dans l'œuvre de Kilito, c'est parce que Kilito, c'est quelqu'un qui est aussi dans l'univers livresque, l'univers des mots, l'univers aussi de la culture arabe. La culture arabe, la civilisation abbasside, etc. Et elle est là. Et malheureusement, ça ne s'est pas réalisé. Lorsque on a commencé le travail sur ce collectif et que je lui avais demandé quelles sont les personnes que tu voudrais qui écrivent le premier nom qu'il m'a dit, il m'a dit ça serait difficile, mais je rêverais que ce soit Kilito. Bon, ça ne s'est pas réalisé, mais de toute façon, il avait une grande admiration pour
l'œuvre de Leftah Kilito. Et à d'autres également, même des écrivains, les cinéastes marocains, et il admirait des écrivains, parfois, bon, on n'a pas parfois les mêmes goûts, certains écrivains vis-à-vis de qui j'ai des réticences, etc. Mais lui, non. Il dit, ça, c'est formidable, etc. Ce qui est une bonne chose aussi d'avoir cet esprit-là de reconnaître, etc. Et Khaireddine également. Khaireddine, lui, il était un grand lecteur de Khaireddine. Peut-être il ne l'a pas cité, et peut-être aussi c'est pas exactement parce que chez Khaireddine il y a beaucoup plus une certaine violence. Et lui non, c'est pas son tempérament. C'est pour cela qu'on Khaireddine enfonce les portes dans les textes. Il fait trembler les villes. Il fait des introductions, elle rentre doucement. Et pourtant, il s'intéresse beaucoup à ce qu'il a écrit Khaireddine et à ce qui a été écrit à propos de Khaireddine. Et ça, je me rappelle, en 2007, j'avais publié un livre sur Khaireddine, les voix de Khaireddine. Et Leftah était au Caire et il m'a demandé de lui envoyer le texte. Je lui ai envoyé le PDF du livre. La semaine suivante, il y avait un article dans tel quel. Et rapidement, il a lu, il a écrit un article, il l'a envoyé à tel quel. C'est vous dire quand même c'est un écrivain à qui il s'intéressait parce que chez Khaireddine également, il y avait un aspect qui est important, c'est la poésie. C'est le côté poétique dans l'œuvre de Khaireddine. Juste à propos du processus de création, comment il écrit. En fait, il écrivait tout le temps. Il écrivait beaucoup au point que ça lui faisait peur. Parce que c'est quelqu'un qui avait des doutes. Quelqu'un qui n'était pas... Et ça lui faisait peur parce qu'il écrivait tellement, et il a dit même dans certains échanges, c'est de la diarrhée verbale, ça, c'est d'écrire tout ça, à quoi ça rime, à quoi ça sert, etc. Dans certains moments, il avait cela, parce que justement de 2000 à 2008, c'était, comme il le disait, son terme, c'est un pacha qui ne faisait qu'écrire, il ne travaillait pas. Enfin, pour lui, ce n'était pas un travail. L'écriture, pour lui, ce n'est pas un travail. Donc, il considérait quand même que c'était un privilégié, parce qu'il avait tout le temps pour écrire, il faisait de la natation, et après revenait, et il écrivait de façon rapide aussi. Voilà. Mais après, retravailler ses textes quand même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la profondeur. Là, c'est travaillé, ça c'est clair. Est-ce d'autres questions? Je crois. De la lecture. C'est le moment. Voilà. On va rentrer dans les textes. J'aimerais bien juste ce fait, c'est que les textes de Mohamed Leftah sont en train d'être réédités par la chemin. Et il y a eu une publication. Et les éditions Virgule. Voilà, il y a eu une publication de 2 textes inédits posthumes. Vous voyez. Et le contrat a été signé, il a publié l'ensemble des textes posthumes de Mohamed Leftah. Donc ils seront publiés. Hein. Bon courage, mais on est prêt. Pourquoi voilà. tout ce temps? Donc Pourquoi ça veut dire temps que l'ensemble de l'œuvre écrite par Mohamed Leftah sera publiée et j'espère diffusée. On vous souhaite, que vous ayez tous les moyens et toutes les aides nécessaires pour pouvoir que nous puissions nous plonger dans ces trésors. Merci beaucoup de votre attention et merci à l'Institut français de son invitation.